Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir, ravi de vous savoir très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3 au menu du football avec la fin le week-end dernier du tournoi qualificatif UFOAB et de la CAN U20 qui va se disputer du côté de la Mauritanie en 2021. Le Ghana a été sacré champion. Les juniors ghanéens se sont adjugés le titre en battant donc en finale les hommes intègres du Burkina Faso qui était d'ailleurs à l'ouverture du score. La rencontre s'est soldée par le score de 2-1. On fera le point de cette confrontation et notamment de toute la compétition avec Hugues Azinsou Ozuno qui a suivi de bout en bout d'ailleurs, qui a commenté la plupart des rencontres de cette compétition. Avec lui, on fera le bilan de ce tournoi qui a pris fin, c'était bien le week-end dernier du côté donc de Porto Novo Football toujours et avec le concours des technologies. On ira du côté de l'Algérie pour vous proposer les images de la rencontre retour comme temps pour le premier tour préliminaire de la Champions League africaine. Enfin, les Buffles se sont déplacés, mais malheureusement ont été battus par les Mouloudiens. Score final 5-1. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors même qu'il y avait des minces chances de qualification en tenant compte de la physionomie de la première mi-temps? Eh bien, Hugues Azinsou a également suivi cette rencontre sur des chaînes algériennes. Il me dira ce qui n'a pas marché, visiblement du côté donc des Buffles FC du Borgou. Et puis nous vous proposerons deux informations distinctes. La première sera relative donc, je dirais, à la solidarité olympique. Julien Minavoa et son comité volent au secours des athlètes béninois. 24 000 $ ont été distribués en milieu de semaine dernière. Et bien, vous entendrez le président au cours de cette session d'information sportive. Et puis, le badminton sera aussi au menu de cette émission. Mais n'oubliez pas également que nous aurons après Hugues un invité qui nous vient directement du Togo. C'est le premier vice-président du bureau sortant de l'association sportive des conducteurs de la COSA de Kara. C'est bien ASCK, le bourreau des Buffles. C'était bien la saison sportive dernière à l'occasion de la Champions League africaine. Malheureusement, cette année, eh bien, le club n'a pas passé le cap du premier tour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien, la question, je la réserve et je la poserai à Solim Pochona. Il sera dans nos murs aux environs, je dirais, de 21h passées de 35 minutes. Voilà, planter le décor de cette émission sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Nous avons à passer ensemble avec vous 52 minutes. Hugues Azinsou Ozuno, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kimé, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et très heureux d'être ici. Le plaisir, il est bien partagé. Nous commencerons. C'est vrai que le plat de résistance de cette émission, c'est bien le football, mais on va commencer par cette solidarité olympique, Hugues, si vous le permettez. Et quand on parle de solidarité olympique, eh bien, on voit en ligne de mire le comité national olympique et sportif béninois de notre cher ami président Julien Minavoa en milieu de semaine dernière. Hugues, 24 000 $ ont été mis à disposition des athlètes qui ont des chances de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. La Covid-19 est passée par là, mais malgré cela, eh bien, les athlètes se préparent et puis l'ACNO a cru devoir mettre à disposition des comités nationaux, je dirais, une subvention afin que ces derniers puissent les redistribuer au profit des athlètes qui se préparent pour le compte des Jeux olympiques donc, de Tokyo. On retiendra qu'ils sont une dizaine d'athlètes qui ont été concernés par, je dirais, cette solidarité olympique. Certains ont été représentés à l'occasion de cette remise officielle des chèques, mais en gros, on retiendra que 24 000 $ ont été distribués. 4 000 sont allés directement, je dirais, à ceux-là qui est déjà qualifié pour les Jeux olympiques. C'est bien notre compatriote Rinkanti, bien entendu, qui a été représenté par le président, je crois, de sa fédération. En gros, Hugo, très belle initiative de la part du Comité national olympique et sportif béninois. On ne peut que féliciter le Comité national olympique et sportif béninois, féliciter son président Julien Minavoa, qui est un sportif dans l'âme, qui a pratiqué le sport durant plusieurs années, qui a été secrétaire général du Comité national olympique, donc il n'est pas à ce poste par hasard. Il comprend également la situation actuelle des athlètes. On parle du coronavirus depuis décembre 2019. Difficile de vivre par ces temps de coronavirus. Difficile également de s'entraîner. Je me souviens que Hospice Metoli a reçu sur son plateau un cantine qui a parlé de sa préparation, surtout lui qui fait
une épreuve pas du tout facile. Exactement. Donc, ça a besoin de beaucoup d'argent pour s'entraîner, Tout à pour être fait. compétitif, sans oublier tous les autres athlètes qui sont des chances de médaille du Bénin. Ça va leur faire du bien et je crois que dans leur tête, ils seront à l'aise. Parce que, vous savez, quand vous n'avez pas l'argent, c'est quand même un Ah peu oui, difficile. bien entendu. C'est un peu difficile et le niveau des JO est très élevé. Tout à Je fait. crois que c'est franchement un acte louable que le Comité national olympique et sportif vient de poser. Voilà, je parlais donc d'une bagatelle de 24 000 dollars qui a été donc mise à disposition d'une dizaine de bénéficiaires. C'est en effet, je le précisais tout à l'heure, un appui de l'ACNOA qui a été donc libéré au comité national en guise de subvention pour soutenir les athlètes qui affûtent leurs âmes dans un contexte, je rappelle donc de la Covid, de la pandémie, la Covid-19 bien évidemment. Et Le président, hein, on va espérer la même ouais, chose aussi dans les autres dans les disciplines, autres disciplines parce que il y a Akime, même des annonces qui ont été faites oui, en son temps. Hein, oui, oui. Akime, vous êtes salarié en fait. Je suis salarié. Et depuis mars, il n'y a plus Il n'y a d'activité. plus Ça d'activité. fait 9 mois. Il y a des gens qui vivent Qui vivent du football. uniquement La preuve, c'est que ce sont du des sport. professionnels, Du exactement. sport. Ouais. Et donc, si vous vivez du sport et depuis 9 mois, vous n'avez plus de salaire, vous n'avez pas de prime, vous allez vivre comment? J'imagine. C'est un J'imagine. problème en fait. Ouais. C'est un problème de société. Il faut trouver des solutions. Il faut également que les clubs, les fédérations fassent des efforts. Parce qu'on parle de solidarité. Il y a eu des fonds qui ont été déboursés par des fédérations internationales pour soulager des fédérations sur le plan local. Il faut redistribuer ces fonds et permettre aux athlètes de vivre parce que ça fait quand même pitié de voir que des athlètes vous envoient des messages pour vous poser leurs problèmes au quotidien. On ne peut pas régler le problème de tout le monde non plus. Donc ceux qui ont signé des contrats, je sais souvent que les contrats ne sont pas respectés non plus et c'est pour ça qu'il faut mettre en place dans chaque pays une association de défense des athlètes, ce qu'on ne voit pas régulièrement chez nous. Il ne faut pas également que les athlètes laissent tout aux journalistes. Les journalistes ne peuvent pas passer tout le temps à les défendre. Moi, je me souviens, Et je ne puis vais j'en pas connais aussi, revenir sur hein, mon qui, cas particulier, mais je connais plein de confrères confrères. qui ont défendu des présidents de fédération, qui ont défendu des athlètes. On a tapé sur eux. Après, vous êtes à la maison, vous êtes viré, vous êtes sanctionné, mais en ce moment, vous ne voyez personne. Personne. Donc, c'est votre cause, messieurs les athlètes. Allez en association, défendez-vous. Je crois qu'il est temps de se défendre. Voilà, il est temps de se défendre. Nous allons entendre à présent le président du Comité national olympique sportif béninois, c'est bien Julien Minavoa. Il nous apporte des précisions quant au mode de distribution de ces 24 000 dollars. Nous avons essayé d'être le plus parcimonieux possible. Des 11 figurant sur la longue liste, il y en a un qui a déjà eu sa qualification. Nous lui avons accordé un privilège parce que lui, il a déjà un pas au jeu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, s'il y a Jeux olympiques, lui, il y est déjà. Donc, il faut que nous l'aidions à faire plus qu'il en a fait pour obtenir sa qualification. Je peux vous le dévoiler à présent. La subvention que nous avons obtenue, il semble que cela doit être publié dans tous les organes, c'est de montant 24 000 dollars. Yes. Ils sont 11. Pour que le calcul soit facile, nous avons décidé d'affecter les 4 premiers 1000 à celui qui est déjà qualifié. Et si vous étiez à notre place, que feriez-vous du reste? C'est de répartir équitablement sur les 10 restants. C'est-à-dire que chacun des 10 athlètes figurant sur la longue liste
obtiendra 2000 $. Et ça, c'est la première catégorie. L'autre deuxième catégorie pour laquelle l'action du comité olympique ne s'inscrit pas forcément dans leur préparation pour les Jeux olympiques, ce sont ces athlètes qui se peinent avec leur fédération pour quand même tenir et bien représenter l'image de marque de notre pays aux différentes compétitions internationales. Voilà, Justin Julien, j'allais dire Minavoa, président du Comité national olympique et sportif béninois, justement dans cette catégorie dont il a fait écho. Vous avez également d'ailleurs vu les images, les bénéficiaires en ont Pascaline Vitou et puis Raudat Demba Diallo que nous avons aperçu sur les images accompagné de son père géniteur. Ce clin d'œil du Comité national olympique vise à soulager ces deux athlètes qui s'investissent de par leur performance à révéler le Bénin à l'international. Et surtout deux athlètes qui étaient blessés. Exactement, justement. Et donc, je dis une fois encore félicitations au Comité national olympique. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, dans certaines disciplines, des athlètes sont arrivés pour défendre les couleurs nationales et une fois blessés, ils sont complètement oubliés au fin de leur carrière. Exactement. Donc, il faut régulièrement penser aux athlètes qui sont blessés. Et 1 117 490 francs CFA sont allés en direction de Raudat Demba Diallo, 200 000 francs CFA, Pascaline Vitou qui s'est blessée à l'occasion des Jeux africains de Rabat. C'était au Maroc. On va dire à présent un mot sur le badminton et cette formation des enseignants d'éducation physique et sportive au programme Shuttle Time BWF. C'est une formation qui a connu, mesdames et messieurs, la participation d'une vingtaine de stagiaires, pour la plupart des étudiants de l'INIGEPS, optionnaires donc du badminton. C'est bien l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, bien entendu. Ce programme a été exécuté courant la semaine dernière. 2 jours de formation et d'évaluation pratique. Le programme promeut la pratique, la maîtrise et puis la vulgarisation du badminton. Suivons ensemble ici le coordonnateur national du programme, Nassis Dayor, et 2 des stagiaires à ce programme. Pour notre discipline qu'est le badminton, nous sommes dans une nouvelle dynamique où nous voulons vraiment porter haut cette discipline-là et c'est dans cette optique qu'au niveau de la coordination Shuttle Time, nous avons mis en place un vaste programme de formation des enseignants. Vous n'êtes pas sans savoir que pour faire progresser une discipline, pour faire la promotion d'une discipline, on ne peut que partir des écoles. Et c'est dans cette logique-là que nous avons entrepris ce programme-là pour former assez d'enseignants pour qu'ils puissent commencer par impacter nos enfants, ce qui va nous permettre d'avoir un bon vivier et qui va nous permettre quand même de développer cette discipline-là. Le programme Shuttle Time, en fait, c'est un moteur de développement du badminton en Afrique. Donc cela, ça promet la discipline au niveau des collèges. Et c'est un programme déjà établi par la Badminton World Federation qui a déjà mis sur pied tout un programme. Il suffit juste de suivre et de les appliquer et puis on passe d'un élève, d'un apprenant novice facilement en professionnel. Donc c'est un programme conçu aussi bien pour les enseignants, bien qu'ils ne connaissent pas la discipline. En 2 jours de formation, peuvent se retrouver en train de former des champions. Le badminton, c'est un nouveau sport au Bénin. Il est vrai, ça existe il y a longtemps dans d'autres pays. Mais au Bénin, ça n'a pas pris encore d'essor. Donc nous, à l'Institut, moi j'ai choisi le badminton parce que je me trouve encore beaucoup d'options dedans. Donc le badminton, maintenant je ne suis pas encore un grand joueur, mais je commence tout petit peu.
Voilà ce qu'on retient donc de ces deux actualités, la solidarité olympique et puis bien entendu le programme Shuttle Time donc, de badminton. Place maintenant à l'actualité, la grosse, c'est bien celle relative au football. Je le faisais constater, Hugues, les rideaux, pour dire les choses comme ça, sont tombés le 19 dernier sur le tournoi qualificatif à la CAN U20 en ce qui concerne la zone UFOA-B à l'arrivée de finalistes, c'est notamment le Ghana et puis le Burkina Faso. Les deux formations sont séparées au coup de sifflet final par le score de 2-1. Vous avez été au cœur, Hugues Zinsounou, de cette compétition que le Bénin a abrité. Ça devait être du côté de Lomé, mais c'est finalement le Bénin qui a abrité la compétition. Le Bénin est sorti à l'étape donc de la phase de poule, bien malheureusement pour dire les choses comme ça. Et là, sur les images, ce sont donc les deux adversaires du jour. L'entrée sur l'aire de jeu des Burkinabés en vert et puis des gagnés en blanc. La rencontre, je rappelle, c'est sorti par le score de 2-1. Hugues, les Burkinabés étaient à l'ouverture du score. Et visiblement, tout semblait bien beau pour ces juniors du Burkina Faso. Une première mi-temps maîtrisée par l'équipe du Burkina Faso, sanctionnée logiquement par le but de Botoué, meilleur réalisateur de ce tournoi. Et d'ailleurs, on voit ce but, une frappe pas très forte qui va se loger dans le petit filet. C'est un attaquant qui a vraiment le flair et surtout l'art de mettre les ballons au fond des filets. 3 réalisations dans la compétition, meilleur buteur, meilleur joueur également. Et puis, on a vu un Burkina complètement emprunté en deuxième mi-temps, qui n'a pas bien dominé sa deuxième mi-temps. Le Ghana est revenu d'ailleurs en première mi-temps grâce à un coup franc de Boa qui frappe et puis à Afriyé. Enfin, c'est une passe qui fait à Afriyé, travaille certainement à l'entraînement, l'égalisation qui arrive. Et puis le but de la 79e minute, but à polémique sur la retransmission en direct. Le premier angle proposé pour moi, c'est qu'il y avait but. Sur le deuxième, sur le troisième, j'ai commencé par avoir des doutes et je sens que le ballon il n'est pas rentré. Sur le quatrième angle proposé, encore des doutes. Mais le dimanche, lorsqu'on revoit en fait, on met un ralenti en faisant sur des pourcentages de 50, 75 ou 25%, on se rend compte que le ballon, il n'est pas rentré au fond des filets. Ça fait un peu comme 1966 renversé. Donc, les Ghanéens l'ont gagné, les Burkinabés sont fâchés, c'est le football. Les deux équipes sont en finale et sont déjà qualifiées pour la CAN en Mauritanie 2021. Dans le jeu, disons que globalement, on a suivi un tournoi d'un bon niveau. On a vu une équipe du Togo qui, pour moi, sans connaître l'âge réel, on va faire le bilan un peu. Mais qu'est-ce qui a pu, est-ce que je dirais, ce retour de la manivelle du côté donc, des Ghanéens? Parce que visiblement, il y avait quand même, je dirais, de l'empoint au niveau de la formation burkinabé. Est-ce qu'ils se sont vus trop beaux pour non, je crois, à mon avis, qu'ils n'ont pas su exploiter rapidement en première mi-temps les occasions qu'ils ont eues. On a vu un Yael complètement cramé, sorti en cours de jeu. On a vu un Botoué qui a eu une deuxième occasion. Il n'a pas pu mettre le ballon au fond des filets. Et puis, l'équipe du Ghana est revenue plus forte. Surtout, c'est l'égalisation de la première mi-temps sur ce coup franc. C'est tellement, comme je le disais, travailler à l'entraînement. Donc, ils marquent, ils égalisent à moins de 5 minutes du thème de la première mi-temps. Ils sont revenus requinqués. Ça les galvanise. Exactement, c'est le mot juste. Et en deuxième mi-temps, le Burkina a baissé pavillon et l'équipe du Ghana en a profité parce qu'on a vu également qu'avant le coup franc de la 79e minute de Boa, les Ghanéens devenaient de plus en plus menaçants. Le ballon il n'est pas rentré, mais on retient puisque l'arbitre de la partie, M. Clément Coin, a validé le but. Sans hésiter d'ailleurs. Sans hésiter avec son assistant béninois. Donc voilà, disons que les Burkinabés vont regretter quand même cette première mi-temps. Maintenant, vous avez parlé de qu'est-ce qui peut-être pourrait être un antécédent en fait. Pourquoi les Burkinabés n'ont pas su maîtriser leur deuxième mi-temps? Je crois qu'ils ont un match de plus que l'équipe du Ghana. Il y avait donc beaucoup plus de la fraîcheur. Exactement, donc ils ont joué 3 rencontres en phase de groupe, plus la demi-finale, plus la finale, ça fait 5 rencontres. Et les Ghanéens en ont joué 4 au total, même si ils ont joué une prolongation
ce que l'équipe du Burkina n'a pas joué. Voilà, des images de la remise de médailles et puis de la remise de trophée, puisqu'à l'occasion donc de cette finale qui consacrait donc la fin de ce tournoi qualificatif donc de U20 à la CAN qui va se disputer du côté de la Mauritanie. Il y avait de hautes personnalités, des présidents de fédérations qui étaient donc du côté de Porto-Novo pour rehausser de leur présence la cérémonie donc de clôture de ce tournoi. Ils étaient là pour la finale, mais ils étaient également là pour la politique. Ils ont fait d'une pierre deux coups. Hein. Soyons quand même clairs, donc ne tournons pas au-dessus du pot, n'ayons pas peur des mots non plus. Ils étaient vraiment nombreux. Il y a Antonio Soare de la Guinée, le président de la Fédération guinéenne de football, le président d'honneur du Oroya, c'est également le président de l'UFOA. Il y a le Nigérien Pelé, qui est le président de l'UFOA de notre zone B, qui était de la partie, le Gabonais Mongengi, le Camerounais qui était là, Bansé du Burkina Faso, l'ancien président de la Fédération du Burkina Faso, le colonel Sita Sangaré, le Togolais, le colonel Akovi, qui était de la partie. Il y avait qui encore le président de la Fédération du Congo-Brazzaville, et qui était là. Il y avait franchement du monde à Cotonou. Et puis l'Ivoirien Jacques Anouma, l'ancien président de la FIFA, qui est candidat à la candidature de la Confédération africaine de football. On attend la validation des candidatures le 12 janvier prochain. C'est vrai, quand on dit candidat à la candidature, ça peut faire un peu de la tautologie, mais c'est le mot qu'on utilise désormais. Sans oublier le Sénégalais, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Senghor. Il y avait franchement du monde à Cotonou pour suivre cette finale. Et je crois également que dans les coulisses, il y a des négociations afin que les 3 candidats de la sous-région ouest-africaine, puisqu'il y a 2 candidats dans la zone UFOA B, notamment le Mauritanien Yahya, le Sénégalais Maître Senghor, et puis dans la zone UFOA B, l'Ivoirien Jacques Anouma. Donc 3 candidats dans une seule zone en fait, parce que si on regroupe... Et d'ailleurs a présenté sa candidature aujourd'hui. Aujourd'hui, ce lundi à Abidjan, la candidature devrait être présentée devant la presse béninoise. 80 journalistes étaient annoncés. Mais après, je crois que la série de communication a revu les choses. A réajusté rapidement. C'est tellement... On a encore en mémoire la décharge exactement de la presse ivoirienne sur Didier Drogba qui a annoncé sa candidature en France. Donc Jacques Anouma et son équipe ont préféré l'annoncer officiellement ce lundi à Abidjan. Donc, disons globalement qu'il y a 3 candidats en fait dans la sous-région. Ils sont en train de trouver des solutions. Ne l'oublions pas non plus. Chaque candidat, que ce soit l'Ivoirien, c'est une candidature portée par Alassane Dramane Ouattara. Le Sénégalais, c'est une candidature portée par Macky Sall. Et le Mauritanien, c'est une candidature portée par son chef d'État. Donc, je crois que une véritable bataille politique, ça va se jouer, diplomatique. Ça va se jouer très en haut et diplomatiquement. Voilà, parce que là, ce sont des ambassadeurs. Et en face, ils ont quand même du lourd. Le milliardaire en dollars, je vous en prie, il peut s'asseoir sur la même table que Dangote. Je veux parler de Mosepe, le président du Mamelodi Sundowns. Il a fêté les 50 ans du club en invitant les présidents des 54 pays du continent, sans oublier qu'il a invité de nombreux journalistes, des influenceurs, des lobbyistes, etc. pour préparer sa campagne, sans oublier qu'il y avait, je crois, Samuel Eto'o-Fils, El Hadj Seynou Diouf et d'autres grands joueurs ou anciens grands joueurs du continent. Et voilà, et parlant justement donc de cette finale, on va, si vous permettez cette fois-ci, entendre quelques impressions, notamment, je dirais, les propos qui ont été recueillis à l'occasion de la conférence de presse après-match. On va entendre d'abord le sélectionneur du Ghana. Juste après lui, on entendra le déçu de ce samedi, c'est bien le sélectionneur du Burkina Faso. It's not an easy match for Ghana. We've had the opportunity to watch Burkina play. So we strategize, we know they will play. They are very skillful as we are. But at the end of the day, we make sure their first goal will not damp our spirit. We say stand tall and try to equalize and then win the match. Okay. Nous avons scoré très rapidement dans les matchs. On avait pratiquement les matchs en main. Voilà, je pense que les jeunes se sont vus trop beaux. On a cru que le match était le match le plus facile de la compétition tout de suite. Et donc on est tombé dans l'autosuffisance, je dirais.
et on prend un but sur un coup franc qui n'existait pas. Le premier but sur un coup franc qui n'existait pas. Et même le second but sur un coup franc qui n'existait pas. Et je me suis renseigné auprès des télévisions. Le but n'est pas rentré. Voilà, ça veut dire que ce soir, on n'avait pas les dieux du football avec nous. Voilà, quand tu prends tout cet ensemble-là, c'est dire que ce soir, on ne devrait pas avoir les trophées. Nous sommes en football, nous félicitons les Ghana pour l'avoir remporté. Et nous avons tiré beaucoup d'enseignements et nous allons nous préparer en conséquence avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est prévu pour se disputer du côté de la Mauritanie. Ce sera en 2021. Le Ghana et pour le Burkina Faso sont les deux qualifiés représentants de la zone UFOA-B. On va récapituler les autres déjà qualifiés pour cette compétition. C'est entre autres le Cameroun, la Mauritanie, c'est bien le pays organisateur, l'Ouganda, le Ghana et le Burkina Faso, bien évidemment, la Centrafrique, la Gambie, la Tanzanie, le Mozambique et puis la Namibie restent encore les deux représentants de l'Afrique du Nord. On va rapidement dire un mot sur la contre-performance des écureuils juniors. Vous avez suivi la rencontre, vous avez suivi les matchs qui ont été disputés par les écureuils juniors à l'arrivée. On est sorti de la compétition à l'étape de la phase de poule. Déception grosse pour dire les choses comme ça, c'est ça? Ou j'exagère? Non, on va analyser avec froideur dans le jeu. Lorsque vous prenez la rencontre contre le Niger, les Nigériens sont restés vraiment très très solides. Une équipe difficile à manœuvrer. En face, c'est que il y avait une équipe béninoise qui n'avait pas de rythme et ça se comprend. C'est vrai que 14 rencontres ont été disputées à domicile, mais contre les équipes ou les clubs du pays. Et donc, si vous ne préparez pas une rencontre, ou si vous ne jouez pas contre d'autres équipes ou d'autres sélections, c'est difficile d'avoir des repères. Autre chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que depuis 9 mois, c'est que depuis le mois de mars, il y a plus de championnat. Donc les joueurs manquent de rythme. Dans ces conditions, ne demandons pas aux joueurs béninois de réaliser le miracle. On a vu la même chose avec l'équipe du Togo. Le Togo non plus n'est pas en championnat. Quand on prend la rencontre face à l'équipe du Togo, je sais que vous avez la pression du temps. Quand on prend la rencontre contre l'équipe du Togo me paraît une équipe jeune, pas assez expérimentée. Donc les Béninois ont gagné l'impact physique, ils ont gagné les premiers ballons, ils ont gagné les deuxièmes ballons, ils ont étouffé les gamins togolais en première mi-temps, ils ont mis 2 buts. Et puis en deuxième mi-temps, vous regardez la physionomie du match, c'est que les Togolais l'ont dominé. Exactement. Et puis la rencontre face à l'équipe du Burkina Faso, on n'a presque pas hésité. Ils nous ont pressés du début jusqu'à la fin. On a eu des semblants d'occasion. Le Burkina s'est préparé au Maroc. Et dans cette équipe du Burkina, deux joueurs avaient déjà joué les Jeux africains au Maroc. 3 autres ont joué, me semble-t-il, les U20. Et l'entraîneur Oscar Barrow a gagné les Jeux africains. Donc c'est une équipe très expérimentée. C'est une équipe qui a du rythme. Et donc, moi, je trouve que notre élimination est somme toute logique. Voilà, élimination logique. Et autre actualité relativement, donc, je dirais, à ce qu'on peut aussi appeler une autre élimination, c'est bien du côté d'Alger. On va y aller très rapidement. Vous constatez donc qu'on change de cap. Est-ce que vous pouvez mettre, parce que c'est très important. En fait, pourquoi le Togo n'avait pas organisé la compétition? C'est à cause des risques du coronavirus. Ça a été organisé ici au Bénin. Et en termes de bilan? Ça, c'est important. Il y a eu 19 personnes qui ont été contrôlés positifs. Ce sont des cas asymptomatiques. Et sur ces 19 cas, 17 sont guéris. Et 2 sont encore à Cotonou parce que vous ne pouvez pas voyager tant que votre résultat ne soit négatif. C'était vraiment très important. Et les autres, ils ont été contrôlés négatifs à Cotonou et puis du côté donc de l'Algérie. Ce sont les représentants béninois à la Champions League africaine, notamment le tour préliminaire. C'est le premier tour préliminaire. Rencontre allée, c'était à Porto Novo, match soldé par un nul d'un but partout. Le match retour devait se disputer le 4 décembre dernier, mais pour des raisons de déplacement dû donc à la pandémie du Covid-19, et bien c'est finalement le 19 que les représentants béninois ont fait déplacement donc d'Alger. Le match s'est disputé ce samedi aux environs de 20h45 sous une pluie
battante à l'arrivée et avec des images qui nous sont proposées par la régie technique, on retiendra, Hugues, que les Buffles du Borgo Football Club ont été battus par les Algériens, score à l'arrivée 5-1. C'est ici le premier but, Hugues, de la formation du Mouloudia Club d'Alger. Après ça, il y a eu un second but, une réduction du score. Les deux formations ont été appelées donc au vestiaire pour la pause, mais au retour, les Béninois ont résisté quelques minutes et après ça, quand même trois autres buts une ont été marqués. passivité défensive. On sent quand même que l'as des Buffles n'a pas fait la bonne lecture. Et puis après, le gardien, il est complètement abandonné. Je crois que c'est la réduction du score. La réduction du score. Mouiwa, qui était aussi buteur à Porto Novo. À Porto Novo, un très bon joueur. Et d'ailleurs, à Porto Novo, l'équipe des Buffles a livré un très très gros match. Je suis quand même souvent très surpris après des défaites au Bénin. Je suis surpris parce que je trouve que certaines personnes exagèrent un tout petit peu ou un refus en fait de voir la réalité en face. Je ne sais vraiment pas quel procès ils font au Buffle. Il n'y a pas de procès à faire au Buffle. La première victoire des Buffles... C'est qu'ils ont perdu 5-1. Non, Hakimé. Où on n'est pas dans le foot, où on a envie juste de couper la tête aux gens. La réalité, c'est quoi? C'est-à-dire que voyager, c'est déjà un exploit. Souvenez-vous... Parce que ça n'était pas gagné d'avance. Il y a une forte bataille qui a été faite autour de ce match retour. On était unanime et beaucoup étaient unanimes là-dessus que les Buffles seront sanctionnés, d'abord forfaits, et sanctionnés pendant quelques années. Parce que les Buffles n'ont pas pu ou ne pouvaient pas effectuer le déplacement. Et d'ailleurs, le MC Alger, le Mouloudia Club d'Alger, est parti sur le terrain avec les arbitres pour constater l'absence des Buffles. La veille, il y a eu la réunion technique pour constater effectivement que les Buffles n'ont pas effectué le déplacement parce que les Algériens attendaient les Buffles Cotonou-Paris, Paris-Alger, ce qui n'a pas été fait. Après, il y a eu la bataille, il y a eu du lobbying pour que les Buffles soient à Alger. Donc, je crois que c'est une première victoire pour les Buffles. Maintenant, on va analyser en fait ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, ce n'est pas ce qu'on a vu sur la pelouse. Ce qui n'a pas marché, c'est que vous enchaînez 23 heures de vol, donc un plan de vol à la folie. Vous arrivez à Casa, où les joueurs sont obligés de rester à l'aéroport parce que sortir de l'aéroport, c'est aller chercher d'abord un visa marocain. Depuis Cotonou, vous arrivez à Alger. Si vous sortez, c'est que vous revenez, c'est pour refaire le test Covid, c'est pour faire les tests PCR. Donc, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Les gars étaient coincés à l'aéroport pendant 23 heures. Ensuite, le lendemain, c'est qu'ils enchaînent environ 2 heures de vol. Ils sont cramés. Un kiné, un ostéo, un médecin ne peut pas vous récupérer ces joueurs. C'est impossible. C'est mission impossible. Physiquement, ils sont cramés. Et à côté maintenant, le Clément? Ils sont cramés parce que, je vous donne un exemple. Pourquoi l'État béninois, pourquoi le gouvernement affrète un avion? Vous allez voir que dans la nouvelle formule de la Confédération africaine de football, les journées s'enchaînent. On joue la première et la deuxième journée dans l'intervalle de 3 ou 4 jours. On joue la troisième et la quatrième journée dans l'intervalle de 3 jours. Donc, si vous n'allez pas vite, si vous ne récupérez pas, vous ne pouvez pas jouer. Donc, les gens, ils ont pensé comme ça. Les ostéos, les kinés et les médecins ont réfléchi dans ce sens. Donc, il faut un temps de récupération, ce que les Buffles n'ont pas pu avoir. Si on laisse ces aspects, maintenant on revient sur l'aspect histoire, c'est que le Mouloudia sera un club centenaire en 2021. Le Mouloudia remporte la Champions League en 1976, ça fait 44 ans. Les Buffles ont été créés en 1977. Donc, après, vous avez en face de vous un club qui est l'un des plus riches ou le plus riche de l'Algérie. Et vous avez les Buffles qui se sont battus pour aller en Algérie. Parce que la fois dernière, la Confédération africaine a fait des projections de budget pour faire un seul match de Champions League ou de Coupe CAF. Il vous faut 50 000 $. On tourne aux environs de 50 000 $. Je ne connais pas le montant réel, mais faites 600 x 50, 5 x 6, 30. On est dans les environs de 28 à 30 millions en fonction du coût du dollar. Donc, ça fait également du pognon dépensé et par le président
et son entourage. Ça a été vraiment un voyage compliqué. Moi, je dis bravo aux Buffles. Il faut rester sur les points positifs et se dire que les Buffles ont affronté le Mouloudia. Il n'y a pas de honte à perdre devant l'équipe du Mouloudia. La rencontre allée, ils ont fait un match nul au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Et puis, depuis 9 mois, on n'est pas en championnat. Ça fait 9 mois qu'on ne joue pas. Et si on ne joue pas, on ne peut pas avoir de rythme face à une équipe qui est en championnat, face à un grand pays de football, face à un championnat d'un niveau plus élevé que le nôtre. Je crois qu'on est à notre place, il n'y a pas à rougir, il faut voir ce qui n'a pas marché, les joueurs qui ont été bons, se baser sur ça, continuer la préparation et espérer, parce que quand on fait les calculs, pour moi, décembre, c'est mort. Janvier, on va parler des U17, donc on va prier. Parce qu'en Afrique, on prie souvent. On va prier pour qu'en janvier, le championnat démarre. Si le championnat ne démarre pas en janvier, puisque les U17 iront à Lomé, espérons que le championnat démarre au plus tard, franchement, en février. Et c'est le souhait de tout le monde, de vous également, parce que sans championnat, sans la matière première, moi j'ai la chance, je commente la première ligue. Je ne sais pas si beaucoup de journalistes sportifs ont la chance chaque week-end de commenter les matchs. Et si vous ne commentez pas les matchs, vous ne pouvez pas être performant. Si vous n'allez pas au stade, vous ne pouvez pas être performant. Vous aurez les mêmes problèmes que les joueurs. 5 buts à 1 à la sommation, 6 buts à 2, élimination donc des représentants béninois, les Buffles FC du Borgou. Ils sont éliminés, mais pendant ce temps, ce qu'on retiendra qu'un autre représentant béninois qui sera en compétition, mais cette fois-ci du côté de la Coupe. Est-ce que vous imaginez en fait que les Buffles n'effectuent pas ce voyage, les Buffles restent à la maison, mais les gens vont tomber sur le président. À Parakou, les gens vont le charcuter. Dans la presse, les gens vont parler de problèmes d'organisation. Les gens diront que les Buffles ne sont pas professionnels. Donc, réussir ce voyage montre le côté professionnel des Buffles, montre l'effort effectué par les Buffles, et ça permet également aux joueurs des Buffles de goûter à une Champions League, de goûter à un match de haut niveau et de voir ce qui se passe. Et vous avez souligné également l'aspect température, l'aspect humidité, donc ça grelottait, c'est difficile pour eux, et ils ne sont pas habitués, ce n'était pas évident. Voilà, et je parle donc de l'autre représentant béninois qui sera donc sur les aires de jeu le mercredi prochain, c'est bien Eusaïe Football Club qui a été exempté du premier tour du fait de sa performance la saison sportive dernière, puisque Eusaïe a joué donc la phase de poule de la Coupe CAF. Et bien ce mercredi, Eusaïe est en déplacement du côté de Maroc pour y affronter le Tirade Athlétique Sport. La rencontre est prévue pour le mercredi. Ça va se disputer aux environs de 20h au stade de Mohamed V du Maroc. Hugues, rapidement, moins de difficultés dans le voyage de Eusaïe parce que les frontières marocaines ne sont pas fermées, tout le contraire des frontières algériennes. Eusaïe a présenté un très beau visage avec son entraîneur Bior Richard. Changement d'entraîneur, quelques joueurs sont partis, ils ont essayé de refaire l'équipe. Ils vont jouer face à une équipe marocaine qui n'est pas très connue, mais ils vont jouer dans un grand stade. Il n'y aura pas de public, coronavirus oblige, donc devant moins de 200 spectateurs. Je ne sais pas si les choses ont changé entre-temps ou si la Confédération a accordé un peu plus de place aux supporters. Donc ils auront moins de pression côté supporters. Maintenant, je ne connais vraiment pas la qualité ni le talent de l'équipe qui est en face pour prédire ou pour pronostiquer sur la prestation d'Eusaïe. Mais Eusaïe a déjà l'expérience d'aller en phase de poule. Il faut surfer sur ça et montrer que ce qui a été réalisé l'année dernière n'était pas du hasard. Et voilà. Et la rencontre de retour sera donc du côté de Cotonou. Vous le constatez, donc on a vraiment mis du temps pour parler de cette actualité sportive, notamment du football. Hugues, un plaisir pour nous de vous avoir eu dans nos murs. L'émission elle va se poursuivre. Cette fois-ci, ce ne sera pas avec vous. C'est un plaisir. Content d'être avec vous. On va se retrouver à bien d'autres occasions pour décortiquer l'actualité sportive nationale. On va souffler une toute petite quelques secondes. On reviendra pour la suite de cette émission. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. De retour sur le plateau pour installer mon second invité qui nous vient du Togo, le voisin d'à côté. C'est bien Solem Pochona. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Un plaisir pour nous de vous avoir dans nos murs. On va rectifier, hein. C'est beaucoup plus de l'ASCO, de Kara qu'on parlait, non de la SCK, puisque eh bien, chez vous, c'est l'association sportive de la COSA, Football Club, ASCO. Football Club, ce n'est pas ASCK comme je l'ai fait constater tout à l'heure. Eh bien, comment sport, je dirais les choses comme ça, ASCO de Kara, parce que c'est un nom qui fait vieux, hein, et quand on parle de football du côté du Togo, eh bien, quand on cite un à deux clubs, eh bien, on doit pouvoir citer ASCO de Kara. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez sur votre chaîne. Je tiens à remercier aussi le team management de Canal 3 pour cette opportunité. Évidemment, ASCO, ça fait vieux. ASCO a été créé en 1974. Wow. Donc, c'est vrai que c'était important de faire cette précision parce qu'il y a une coquille dans l'annonce qui est apparue. ASCK, c'est le deuxième club de la ville, de la COSA. Là-bas, ce sont des conducteurs. Ce sont des conducteurs qui ont participé aussi l'année passée à la Champions League. Donc, cette année, c'est ASCO. Le club identitaire de la COSA qui était champion. Donc merci. Ainsi, ASCO, c'est un club identitaire, comme on venait de le dire, qui a été créé en 1974 par nos dévanciers. Donc actuellement, je suis membre du comité, le nouveau comité qu'on a élu le week-end surpassé, le 12 décembre. Qui est dirigé maintenant par l'honorable député Mey Nyasingbe, qui va donner un nouveau élan à ce club. Mais je tiens d'entrée à remercier l'effort qu'a fourni l'ancien comité de crise où j'occupais le titre de vice-président. Donc je tiens à remercier tous nos aînés. Les colonels, là, vous avez grandi en grade, qu'est-ce qui s'est passé à l'occasion de l'Assemblée générale dernière, celle du 12 décembre, ou bien vous gardez l'information encore au frais, ou vous proposez le scoop aux téléspectateurs du Canal 3 Bénin, encore que vous êtes suivi aussi, hein, en ce moment, depuis Lomé, depuis Kara. Oui. Non, je garde l'information n'est pas encore officielle. Donc je garde l'information. On va la garder ensemble. Peut-être que je vais monter de grade. Je garde l'information. C'est notre souhait. On va rappeler que ASCO de Kara, c'est 5 fois champion du Togo, 88, 89, 96, 2007, 2020. Vice-champion avec 6 titres, Coupe du Togo 4 fois, sacré donc vainqueur de la Coupe du Togo. Vous avez un parcours international, c'est la participation à la Coupe UFOA, la Ligue des Champions en 90, en 97, en 2008 et puis en 2020, récemment donc, sorti par le club ivoirien du Racing. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous ayez cette contre-performance-là? Oui, merci d'avoir rappelé les exploits du club ASCO de Kara. En 2020, nous avions participé au premier tour de la Champions League. Vous savez, avec cette situation de Corona dans laquelle se trouve le monde entier, plus précisément notre football, nous avions arrêté les compétitions depuis 8 mois. Donc, depuis 8 mois, il n'y a pas eu de compétition, il n'y a pas eu de regroupement, il n'y a pas eu de séance. Et nous avions commencé les séances à peine une dizaine de jours avant la compétition. Je pense que cela a agi sur la performance de l'équipe. C'est vrai, quand vous voyez le déroulement des 2 matchs, nous n'avions pas démérité. Est-ce qu'on n'a pas démérité? Cela est dû au manque de compétition. Si on nous avait
permis ou autorisé de reprendre un peu plus tôt, je pense qu'on aura à faire. Parce que sur les 4 buts, les 4 buts ont été marqués contre nous. Le premier but, c'était contre son camp, en Côte d'Ivoire. Un autogol. Un autogol. Au retour, un penalty. Vous voyez, donc déjà, ça a été dur. Vous commencez déjà à préparer l'avenir, hein, oui, parce que là, une contre-performance du fait donc, du manque de compétition, d'accord, mais il faut déjà commencer par se préparer pour les jours prochains. C'est quoi, je dirais, l'objectif fondamental que vise ASCO de Kara avec son nouveau bureau issu des dernières échéances du 12 décembre dernier? Merci beaucoup, merci monsieur. L'objectif premier, c'est de recréer l'ambiance au sein d'ASCO de Kara. Au sein de l'ASCO, refonder ASCO, mettre ASCO sur de bonnes bases, faire d'ASCO une institution créer des structures dans le bilan, dans le programme d'action du nouveau comité, du nouveau bureau exécutif. C'est tout un ensemble de domaines. Avoir un siège c'est très important. Bien conçu, c'est bien important. Et avoir des partenaires aussi. Avoir des partenaires, avoir des structures, un directeur technique, un comité de direction, un directeur délégué, afin de pouvoir gérer convenablement le club. C'est une structuration qui manquait au club de par le passé, c'est ça? Oui, par le passé, le club, on avait un bureau, mais on n'avait pas les démembrements nécessaires. Donc, avoir un centre d'entraînement, avoir toutes les catégories de jeunes, commencer par la base. Commencer par la base. Avoir toutes les catégories. Avant que d'accéder à l'équipe première, il faut passer par toutes les catégories. Voici ramasser le plan, le programme d'action du nouveau bureau, dirigé par l'honorable Menya Singbe. L'honorable Menya Singbe, parce que fils de président, est-ce que c'est un élément motivant, suffisant, c'est un gage de sécurité financière pour ASCO de Kara? Non, il n'est pas fils de président, il est petit frère du président. Donc, ce n'est pas l'objectif. C'est un amoureux du foot. C'est un amoureux du fils foot. du président Feu. Bien entendu, petit frère du président. Petit frère du président. Voilà. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il soit amoureux du foot, connaisseur de l'activité, afin de permettre, avec tout son bureau, de mettre en exécution son programme. Mettre en exécution son programme. Les hommes qu'il faut. Je veux parler de la qualité des joueurs. Est-ce que vous allez au-delà de Kara, vous allez au-delà de Lomé, est-ce que vous allez au-delà des frontières togolaises? Oui. À voir l'ossature actuelle, nous sommes au-delà. Nous avons des Ivoiriens, nous avons des Nigériens, nous avons des Togolais, nous avons des Burkinabés dedans, même des Maliens. Donc, c'est regrouper le tout, les talents, et de faire ASCO dans les prochaines années un club de référence en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Solim n'est pas que connu au Togo, vous êtes ami du Bénin. Je ne trahis aucun secret quand je dirais que vous êtes, l'ombre d'un certain Francis Kotogbian. Je ne vous demanderai pas comment est-ce qu'est née votre amitié, mais c'est que oui, avec Francis Kotogbian, c'est une grosse complicité, bien entendu. Oui, le président, c'est mon président. Vous avez même dit que vous avez été, pendant longtemps le vivier. C'est vous qui fournissez, de la matière humaine quand il était encore président de Béké de Bembereke. C'est vrai, je le rends hommage. C'est un grand homme. Il m'a accepté. On s'est rencontrés dans ma profession. Donc, on s'est liés, autour du football, une amitié fraternelle. Aujourd'hui, il est plus qu'un ami, c'est un frère pour moi. Donc, c'est vrai que j'ai été son conseiller.
chargé du regroupement, des recrutements des joueurs à Béké, conseiller personnel. Donc, c'est tout ce travail ensemble avec son bureau qui a permis à Béké, dans les années passées, d'être vice-champion. Donc, je tiens à le remercier pour la cette confiance. Fois-ci, c'est un autre challenge qu'il se lance avec Damissa Football Club. Ce n'est plus Béké de Bembédéké. Le challenge il est encore plus grand. Oui, le challenge est encore plus grand. Ce n'est pas sans vous. Hein. Le challenge est encore plus grand avec Béké. Je le félicite d'avoir pris cette décision de quitter avec un nouveau club, Damissa, pour encore faire ses preuves. Donc, nous serons toujours là, dans les coulisses, afin d'apporter notre soutien dans tout domaine, notre soutien, pour que dans quelques années, Damissa, un nouveau club qui puisse s'imposer sur l'échiquier national et international. Solim Pochona, je rappelle que vous êtes membre du comité exécutif de l'association sportive de la COSA Football Club, ASCO Football Club. Vous avez certainement un mot à lancer à l'endroit des vôtres qui vous suivent depuis 40 ans en ce moment. Merci à tous ceux qui sont câblés sur la chaîne internationale Canal 3. Je remercie d'abord le comité sortant, en l'occurrence le colonel préfet de la COSA, le colonel Bakali, avec tous nos aînés, le colonel Adoukoum, le colonel Akbeli, le SG du club et le directeur administratif du club, qui ont battu un travail la saison passée, parce que ASCO sortait d'une difficulté. ASCO était presque relégué. Et le comité est arrivé, le comité a remonté ASCO la saison passée et ASCO a été déclarée championne. Donc je félicite aussi tous les supporters, les sympathisants du club qui suivent aujourd'hui pour tous les efforts qu'ils ont fournis afin que aujourd'hui ASCO soit à cette étape. Et je leur demande de toujours faire confiance au nouveau bureau, apporter le soutien dans toutes ses formes, afin que ASCO, le programme d'action qui a été établi sur 5 ans, puisse, après les 5 ans au bilan, qu'on puisse avoir parlé encore d'ASCO au-delà du Togo, au-delà de l'Afrique de l'Ouest. De toutes les façons, on vous suivra de très près quand les frontières seront rouvertes. Après, donc, je dirais, cette vilaine maladie, la pandémie du Covid-19, eh bien, avec micro et caméra, nous allons descendre du côté de Ekara pour mettre, je dirais, de la lumière sur votre association sportive de la COSA Football Club. Solim Pochona, c'était un plaisir pour nous de vous avoir eu dans nos murs. Vous restez. Nous allons finir avec cette brève sportive pour faire constater que le FESMAC, le Festival du Maracana d'Abomey-Calavi, a vécu. La 4e édition a consacré ce samedi à l'université d'Abomey-Calavi, à BAM Open. Salifou Moumouni et les siens ont eu raison en finale de leurs aînés de la même association au terme d'une finale soldée par le score de 2-0. Le Maracana Club de l'Amitié, tenant du titre, a dû se contenter de la 3e place. Je dirais simplement Paris gagné pour l'initiateur, le président du ABAM, c'est bien Nassiro Saka qui gagne donc le pari de la bonne organisation. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Rendez-vous est pris donc pour l'année prochaine. Malgré la pandémie de Covid, eh bien, le festival a tenu donc la promesse des fleurs. Nous reviendrons de façon plus détaillée sur les images de ce festival de Maracana d'Abomey-Calavi. Ce sera certainement le lundi prochain. Mesdames et messieurs, stop et fin. Terminus, votre émission Canal Sport numéro de ce jour a également vécu. Merci à toute l'équipe de réalisation. William était donc aux manettes. On n'oubliera pas Francisco Kou qui a assuré le son. De l'autre côté, Hippolyte a assuré la diffusion. Et bien, un autre qui a travaillé dans l'homme et qui n'aime pas visiblement comme maître de nom, je dirais, sur le travail qu'il a bas. Il est bien en face de moi. Je me garde simplement de lui dire merci pour tout le travail abattu. On va se donner rendez-vous, mesdames, messieurs, lundi prochain avec le même plaisir. C'est vous qui nous donnez donc, je dirais, la motivation pour être toujours présent tous les lundis à partir de 21h, Sportivement Votre.